Bonjour à toutes et tous. Dans le cadre du cours d'apprentissage en milieu de travail, nous allons vous présenter le modèle de stratégie d'apprentissage appelé pensée systémique, autrement dit, la 5e discipline fondée par Peter Senge. Qui est Peter Senge? Il est né en 1947 à Stanford, aux États-Unis. Il est professeur au Massachusetts Institute of Technology, directeur du Learning Center de la Sloan School of Management du MIT, également associé fondateur du cabinet de conseil Innovation Associates, et enfin fondateur de la Société for Organizational Learning. Maître de conférences au System Dynamic Group à la MIT Sloan School of Management, il est aussi professeur à la New England Complex Systems Institute. Pensons n'avoir rien oublié, mais il est doté d'une toute série de compétences, de titres et de grande qualité. En résumé, Peter Senge est professeur d'université, économiste, pédagogue, écrivain, philosophe et ingénieur. Il est particulièrement connu en tant qu'auteur du livre intitulé La 5e discipline, un livre qui est paru en 1990, qui a été réédité à plusieurs reprises et dans lequel il présente le concept d'apprentissage organisationnel qu'il a développé avec Chris Argyris. Pour bien comprendre la pensée de Peter Senge, il est important d'insister sur le fait que toute sa réflexion se base sur le principe d'organisation apprenante. Nous savons toutes et tous ce qu'est une organisation apprenante, nous l'avons étudié au sein de la FOPA. Ceci dit, un petit rappel. Une organisation apprenante, c'est une structure qui est assimilable à un être vivant. Elle n'est pas statique. L'organisation apprenante se nourrit d'informations au cours des jours qui passent pour adapter son comportement au sein de son environnement. Donc pour réussir les objectifs d'une organisation apprenante, la première des choses, c'est que le personnel doit être réellement impliqué dans le processus. Une organisation apprenante est en changement permanent. Les lois de la 5e discipline, telles que présentées par Senge, ont changé la perception du fonctionnement des organisations apprenantes. Et vous allez comprendre pourquoi. L'auteur considère qu'une entreprise doit maîtriser 5 disciplines fondamentales afin d'augmenter des capacités concurrentielles. En effet, lorsque ces 5 disciplines, selon Senge, seront maîtrisées conjointement, l'entreprise pourra bénéficier alors d'un plus haut niveau de développement organisationnel et les individus en son sein pourront eux-mêmes développer un niveau de compétences personnelles. À travers sa pensée réflexive, ce que Senge veut, c'est apporter un éclairage nouveau sur la façon de susciter le changement organisationnel, tout en favorisant un apprentissage en groupe, un apprentissage qu'il souhaite continu, régulier, constant au sein des organisations. Le changement par l'apprentissage. L'auteur constate que les systèmes éducatifs et les systèmes de formation au sein des entreprises apprennent aux individus à aborder la complexité d'une réalité en la fractionnant, comme pour la simplifier. Le problème, c'est que quand les individus sont concentrés sur une toute petite partie d'une situation, forcément, ils deviennent incapables d'envisager les conséquences réelles de leurs actions et, de ce fait, ne font plus le lien entre les différentes parties de ce tout. Pour Senge, il est important au contraire d'aborder l'organisation comme un tout, comme un ensemble d'éléments formant un tout. Senge s'est inspiré des résultats des travaux d'Argyris. Il le reconnaît. Toutefois, à la différence d'Argyris, qui lui pense que seule une intervention extérieure à la structure ou à l'entreprise peut mettre en lumière des routines défensives, des routines qui empêchent le changement, des routines qui bloquent le changement, Senge, lui, il estime que les managers au sein de l'entreprise doivent être en mesure eux-mêmes d'identifier les pratiques, les talents et les disciplines qui permettront de construire des organisations intelligentes. Il incombe aux managers, selon lui,
de tous les niveaux hiérarchiques de développer des structures et des conditions qui favorisent l'apprentissage afin de permettre des changements escomptés. Senge s'est donc concentré sur l'importance de l'apprentissage et de la formation continue pour favoriser le développement des entreprises et des organisations. Il souligne la nécessité de former et de recycler le personnel de l'entreprise conformément aux tendances des exigences commerciales modernes. Selon Senge, l'apprentissage continu permet le développement des compétences nécessaires à la fonction et améliore la performance de celles et ceux qui sont engagés au service des dites entreprises. La continuité de ces apprentissages est importante pour tous les individus au sein de l'organisation et quel que soit leur statut. En bref, pour l'auteur, l'apprentissage passe par le changement de mode de pensée et d'action. Pour ne plus être prisonnier de modes de pensée qui empêchent une saine évolution, et pour être en mesure d'apprendre, il est nécessaire de comprendre que les décisions dépassent le simple cadre de la position de celles et ceux qui les prennent, et que la réussite des uns dépend de la réussite des autres. Malheureusement, il existe des freins à cet apprentissage. Nous allons les détailler. Dans son ouvrage, l'auteur propose une typologie de 7 freins à l'apprentissage. Il considère que les organisations doivent apprendre à dépasser ces freins. Le premier frein s'intitule « Je suis mon poste ». Il arrive en effet qu'un individu s'enferme dans sa fonction. Cette personne se concentre sur ses tâches et est incapable d'envisager une évolution vers d'autres fonctions ou d'autres responsabilités. Elle se décharge donc de toute forme de responsabilité quant au résultat global obtenu. Et là, c'est véritablement le contraire d'une pensée systémique sur laquelle on reviendra dans quelques minutes. Une pensée systémique étant justement une vision relative à un système dans son ensemble. Le second frein s'intitule « L'ennemi est dehors ». Ça veut dire que l'individu cherche les causes des problèmes en dehors de sa propre activité et donc reporte la responsabilité de mauvais résultats sur les autres. Ça empêche évidemment une remise en question et donc une évolution. Le troisième frein lié à l'apprentissage est l'illusion de la proactivité. Ça consiste en quoi? Eh bien, le fait de chercher à anticiper en permanence des problèmes, plutôt que d'y faire face au moment où ils se présentent. Ça peut paraître logique de vouloir tout anticiper, mais en exagération, ça conduit les individus à créer de nouveaux problèmes. Ne dit-on pas, à force de penser négativement, on crée des problèmes. Le quatrième frein est la fixation sur les événements immédiats. Alors ça peut paraître paradoxal par rapport au troisième frein, mais là l'individu est trop souvent obsédé par le court terme, par les événements ponctuels, et cette obsession l'empêche de regarder plus loin et d'apporter de nouvelles solutions. Le cinquième frein s'intitule « La parabole de la grenouille ébouillantée ». Là, la personne est sensible aux changements brusques auxquels elle est capable de répondre, alors qu'elle a beaucoup plus de difficultés à percevoir des évolutions lentes et progressives. Il lui faut un stress, un choc pour réagir. Le sixième frein est l'illusoire apprentissage par l'expérience. Qu'est-ce que c'est? Eh bien là, l'individu apprend par l'expérience lorsqu'il est en mesure d'évaluer les conséquences de ses actes. Donc il est persuadé qu'il ne peut apprendre que si il peut mesurer et évaluer les conséquences de ses actes. Or, certaines des décisions les plus importantes pour une organisation peuvent avoir des conséquences difficilement mesurables parce que leurs effets peuvent être évalués sur plusieurs décennies. Enfin, le septième frein, c'est le mythe de l'équipe de direction. Une équipe de direction, son rôle principal est de résoudre les problèmes importants apparaissant notamment à la croisée des différentes fonctions de l'organisation. Or, les membres de cette équipe se soucient souvent plus de leur propre territoire, ils se soucient plus d'éviter ce qui pourrait leur nuire plutôt que de défendre une vision collective, surtout lorsque la pression d'événements difficiles augmente. Ainsi, Senge, tout comme Argyris, estime que l'équipe de direction fonctionne
lorsqu'il s'agit d'aborder des sujets de routine, mais quand les problèmes deviennent plus importants, un esprit d'équipe se fragmente et perd son unité. Pour surmonter ces freins à l'apprentissage et afin de développer une organisation intelligente et apprenante, Senge propose de suivre et de se conformer à ce qu'il nomme les 5 disciplines. Il qualifie ces 5 étapes de blocs de construction, formant une ressource de base. Ces 5 disciplines permettent selon lui de créer ce qu'il appelle une organisation intelligente. Il aspire à ce que l'adoption et l'application de ces 5 disciplines aident les gestionnaires, les consultants en formation et le personnel à développer des compétences compétitives ainsi qu'un esprit intellectuel sain nécessaire à la croissance des entreprises et des organisations. Ces 5 disciplines sont les suivantes, vous pouvez les lire à l'écran: la maîtrise personnelle, les modèles mentaux, l'élaboration d'une vision partagée, l'apprentissage par équipe et enfin la pensée systémique. La première discipline consiste en l'acquisition d'une maîtrise personnelle. Ça suppose que le salarié s'engage dans une dynamique permanente d'auto-apprentissage professionnel et personnel. Cette maîtrise personnelle présume que l'individu s'oriente bien évidemment vers de la créativité et pas vers de l'adaptation aux événements ou de la soumission aux problèmes. Senge parle également de tensions créatrices qui permettent à chacun de retrouver un équilibre entre ce qu'il désire, ce qu'il pense pouvoir faire et le chemin parcouru par rapport à ce désir. Une analyse lucide de la réalité. Qu'ai-je fait pour parvenir à mes objectifs? La deuxième discipline concerne la clarification et la remise en cause de nos modèles mentaux. Selon Senge, les perceptions, les interprétations des événements et nos propres comportements sont façonnés par ces modèles mentaux. L'organisation devient apprenante à partir du moment où les individus qui la composent sont en mesure d'identifier et de remettre en cause leurs propres modèles mentaux, avant même que les événements ne l'exigent. Et cette identification et cette remise en cause peuvent être réalisées par un travail sur ces fameuses routines défensives, comme le propose notamment Argyris. Routine défensive, je le rappelle, c'est ce qui empêche une bonne évolution, c'est ce qui empêche un développement des compétences, c'est ce qui empêche la formation. La troisième discipline concerne la construction de normes communes autour d'une vision partagée. La vision partagée dans une organisation, c'est bien plus qu'une idée commune. Elle constitue une force capable de mobiliser tous les acteurs de cette organisation, de donner une cohérence à l'ensemble des activités. Pour être mobilisatrice, la vision partagée repose sur les visions personnelles des acteurs. La quatrième discipline fait référence à l'apprentissage en équipe. Cet apprentissage en équipe a besoin tout d'abord d'équipes soudées à l'intérieur desquelles la cohésion permet d'éviter le chaos. Ça permet évidemment d'éviter le conflit. À noter tout de même que si un conflit mal géré peut aboutir à un chaos, un conflit peut être aussi une composante d'un dialogue si les membres de l'équipe ne se cachent pas derrière des réflexes d'autodéfense pour se protéger eux-mêmes face à l'équipe. L'apprentissage en équipe se réalise dans la pratique. Ce sont des personnes qui apprennent ensemble à apprendre. Et enfin, la cinquième discipline, qui est souvent citée en première position, consiste à déployer la pensée systémique pour faire face aux freins d'apprentissage et favoriser l'évolution de nos modes de pensée. Senge nous dit que cette discipline consiste à voir les phénomènes dans leur intégralité. Elle permet d'étudier les interrelations plutôt que de se focaliser sur des éléments individuels. Elle permet aussi d'observer des processus de changement. L'individu doit donc apprendre à appréhender la réalité dans une perspective globale et dynamique afin de découvrir les boucles de causalité. Pour bien comprendre cette idée de pensée systémique, nous allons vous proposer une petite vidéo tout à fait sympathique qui résume très bien ce qu'est une pensée systémique. Dans les années 50,
Le peuple Dayak de Bornéo, une île d'Asie du Sud-Est, souffrait d'une épidémie de paludisme et dut appeler à son secours l'Organisation mondiale de la santé. Cette dernière avait une solution toute faite, pulvériser du pesticide DDT copieusement tout autour de l'île. Les moustiques porteurs du paludisme furent anéantis, et avec eux, le paludisme. Ceci eut toutefois des effets secondaires intéressants. Tout d'abord, les toits des maisons commencèrent à s'effondrer sur la tête de leurs habitants. Le DDT n'avait pas seulement détruit les moustiques porteurs du paludisme, mais également une espèce de guêpe parasite qui assurait le contrôle d'une population de chenilles, qui elle-même se nourrissait de chaumes dont les toits des maisons sont constitués. Sans les guêpes, les chenilles se multiplièrent et parvinrent jusqu'aux toits des villageois. Mais ce n'était que le début. Le DDT affecta également de nombreux autres insectes de l'île, dont se nourrissaient les petits lézards locaux appelés geckos. Le DDT ayant une durée de vie biologique de 8 ans, des animaux comme les geckos ne l'assimilent pas facilement et ils restent dans leur système pendant une longue durée. Les geckos finirent donc par accumuler des niveaux importants de DDT, et s'ils le toléraient plutôt bien, ce ne fut pas le cas des chats de l'île, qui aimaient faire de ces petits lézards un bon repas. Les chats mangèrent les geckos et moururent du DDT. Comme les chats n'étaient plus là, les souris, ou plutôt les rats, dansèrent. Et nous savons tous ce qui arrive quand les rats se multiplient. Très vite, le peuple Dayak appelait à nouveau l'Organisation mondiale de la santé. Cette fois, ce n'était pas pour se plaindre du paludisme, mais de la peste et de la destruction des stocks de grains causés par la surpopulation de rats. L'Organisation mondiale de la santé n'avait pas de solution toute prête cette fois-ci et dut improviser. Elle décida de parachuter des chats vivants sur l'île de Bornéo. L'opération parachutage de chats fut menée gracieusement par la Royal Air Force et parvint finalement à stabiliser la situation. Comme l'ont exprimé Senge et Gauthier en 1991, c'est bien entendu la combinaison des 5 disciplines qui permet de créer une organisation intelligente, c'est-à-dire une organisation dont les membres peuvent sans cesse développer leur capacité à atteindre les résultats qu'ils recherchent, où de nouveaux modes de pensée sont mis au point, où les aspirations collectives ne sont pas freinées, où les gens apprennent en permanence comment apprendre ensemble. Mais ces 5 disciplines ne se mettent pas en place naturellement. Pour ce faire, elles doivent surmonter les problèmes suivants. D'abord, dépasser les jeux de pouvoir. Ensuite, permettre une décentralisation de pouvoir tout en gardant le contrôle et la coordination. Et puis, il faut trouver le temps d'apprendre. Il faut surmonter l'idée selon laquelle la réussite professionnelle passe par des sacrifices personnels. Il est nécessaire aussi de transformer la vision du leadership et apprendre dans l'action tout en sachant que les conséquences de nos actions ne sont pas toujours visibles, c'est très important également. Ainsi, l'apprentissage n'est pas un phénomène mécanique, mais plutôt un processus organique. L'organisation apprenante ne s'établit pas, elle se construit dans le temps. Récapitulons les grandes lignes du concept de pensée systémique, qui est la 5e discipline de Senge. Cette discipline consiste à considérer les phénomènes dans leur intégralité. Nous l'avons mentionné quelquefois, Senge préconise de considérer l'organisation comme un tout, et non pas comme une fraction de petits événements les uns à côté des autres. Elle permet d'étudier les relations entre les éléments plutôt que de les considérer dans leur individualité, et ainsi pouvoir observer des processus de changement. L'individu doit apprendre à appréhender la réalité dans une perspective globale et dynamique. Ce sont ces comportements qui permettront l'apprentissage et le développement d'une organisation intelligente. En conclusion, nous pouvons affirmer que les travaux de Senge inscrivent le changement dans une démarche continue d'apprentissage et de création de nouveaux savoirs. Pour que cet apprentissage se fasse, il faut impérativement surmonter les 7 freins à l'apprentissage auxquels les individus et organisations font face. Et face à ces freins, et pour qu'une entreprise devienne une organisation intelligente et apprenante, elle doit appliquer les 5 disciplines fondamentales.
Si vous êtes intéressé par une analyse encore plus élaborée de l'ouvrage de Peter Senge, n'hésitez pas à prendre contact avec les membres de notre groupe de travail. Merci pour votre écoute et bon travail à vous.